à 140 tableaux à peu près, selon les lieux, et qui couvrent une période assez étendue. Certains ont 30 ans, je parle des tableaux, et voilà, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire 2018. La série, ça se fait tout à fait naturellement, c'est-à-dire que c'est... je fais un tableau, puis j'en déduis un autre, parce qu'il y a des choses qui apparaissent que je n'avais pas vues, aléatoires, dans le premier ou dans les autres, qui me donnent envie de poursuivre cette sorte de veine. Et puis, donc la série, il n'y a aucune programmation, c'est un fonctionnement vraiment d'atelier. Un tableau suit un autre. Un tableau doit être nécessaire. S'il n'a pas de nécessité, j'arrête la série. S'il n'y a pas nécessité entière à ce qu'un tableau existe, je clôt la série. Au milieu, il y a quelques tableaux qui sont un peu isolés, qui fonctionnent plus en... Bon, non pas qu'ils soient célibataires, mais qui ne viennent pas forcément s'inscrire dans ce qu'on peut circonscrire comme une série. Effectivement, on peut convoquer le terme classicisme qui ne me gêne pas. Il suffit de le tordre un peu, voilà, de le faire vriller. Et oui, c'est tout à fait possible. Après, je me rends compte du choix, c'est un effet retard. C'est de sorte que, comme je crois assez à l'épiphanie, c'est-à-dire vraiment l'image qui apparaît, qui advient comme ça, quelquefois, je me retrouve par exemple, le citron, c'était pas délibéré, c'est pas... la forme du citron est arrivée sur la toile. J'étais pas en train de contempler un compotier avec des citrons. Et puis, je me rends compte de la relation qu'il existe entre chacun des sujets ou motifs, parce que ça aussi, c'est une histoire un peu compliquée. Je m'en rends compte de façon... tardive, c'est-à-dire il y a un lien souterrain, mais je ne le vois pas immédiatement. Voilà, donc il n'y a pas un plan de bataille, je vais m'attaquer au grand genre de la figure classique. Comme je le dis, je m'en aperçois généralement après. Il y a des choses très aléatoires qui surgissent, et fort heureusement. Et c'est certainement dans le lapsus qu'il y a quelque chose. Et sachant que tout ça arrive après l'abstraction. Et tout ça arrive après l'abstraction. Et la peinture figurative que je fais arrive effectivement après l'abstraction. Voilà. Et ce n'est pas une parenthèse que j'aurais fermée, pas du tout. Et j'ai évidemment un intérêt très grand pour les abstraits, oui. Et avec cette ligne indéfinissable, est-ce que c'est de la peinture figurative, est-ce que c'est de la peinture abstraite, ce qui, quelquefois, est le problème des regardeurs. Voilà. Et mon problème, si c'en est un, c'est cette justesse, cet équilibre entre ce qu'on va appeler rapidement abstrait et aussi rapidement figuratif. Qu'est-ce que c'est que faire de la peinture ? Je pense que d'abord il y a une forme d'inactualité en fait. Hein. Voilà. Moi je ne pense pas du tout. Les gens, on va très vite, on dit que c'est une pratique anachronique. Au motif que de toute façon c'est un médium certainement dépassé devant des avancées technologiques qui apparaissent, mais ça me semble totalement aberrant, parce que c'est considéré là, auquel cas la peinture comme un médium qui ne serait qu'un médium assez servile. En fait, c'est vraisemblablement inactuel avec tout ce que ça a d'intéressant. Voilà, une forme de résistance à être de son temps, à être de son époque. Hein. Il y a une résistance qui n'est pas spectaculaire, qui ne le clame pas. Hein. Ce n'est pas un effet de banderole ou un effet de slogan, mais il y a une résistance comme ça.
qui peut paraître une résistance modeste, tranquille, mais qui, voilà, comme si l'arrivée, par exemple, du numérique, entre autres, aurait balayé la peinture. Et là, il faut être d'une naïveté incroyable, il faut se mettre le doigt dans l'œil pour penser ça. Voilà. De toute façon, parce que les techniques s'accumulent et ne se remplacent pas l'une l'autre. J'espère qu'il y a encore de beaux jours pour la chose imprimée, pour le vinyle, et c'est pas des résistances nostalgiques, la larme à l'œil, pas du tout. Il y a une vivacité dans la peinture. Voilà. Et à la fois, c'est pas un médium. C'est pas quelque chose d'oublieux. Voilà. C'est quelque chose. Enfin, quand on fait de la peinture, on a conscience du passé, de l'avenir, et effectivement, et c'est ça qui crée le temps présent. La table rase me semble un truc décervelé. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas, allons-y, puisqu'on est dans le pire du pire, je l'ai déjà dit, mais moi je peins des tableautins, quoi. Je peins des petits tableaux, c'est des formats de peintre du dimanche, voilà. Je peins à l'huile, une peinture qu'on peut dire de ce côté-là figurative, dans des formats qui ne sont pas modestes, parce que ce n'est pas un effet rhétorique, qui sont, on va dire, je ne sais pas quoi, même médiocres, quoi, qui nécessitent, qui ne font pas l'estomac, ce n'est pas des grands formats. C'est des choses on peut passer à côté sans problème, ça ne me gêne pas du tout. Mais parce que ça nécessite le fameux pas d'écart dont on parle en ce moment, sortir des grandes droites, sortir de cette vitesse affolante. Et voilà. Et donc, tu parlais des fleurs. J'avais fait des natures mortes, j'avais fait des vanités, tout ça. Je me suis dit, on va faire le pire du pire, c'est-à-dire des fleurs dans des vases, quoi. Cette fameuse peinture de pot de fleurs, comme on dit, voilà. Et je me dis, oui, ça m'amuse. Enfin, c'est un des aspects, c'est-à-dire, je pense qu'il y a de l'humour un petit peu. Enfin, il y a une proportion d'humour, ce qui n'est pas facile à tenir, en fait. Et ça fait partie aussi de ça, il y a une part de provocation. Est-ce que c'est possible d'en faire? Je dis, oui, ça l'est puisque je le fais. J'aime beaucoup la figure de Diogène, et j'aime beaucoup les cyniques. Et oui, et la part de provocation, elle est là. Ouais, ouais. Et puis, dans le choix des sujets, on serait plus du côté de Constable que du côté de Whistler, alors? Alors ça, c'est... alors là, pour les deux, j'aime tant l'un que l'autre, pour des raisons différentes. Quant au sujet, parce que par exemple, chez Whistler, il y a ces petits tableaux absolument admirables, je pense que tu connais, qui sont ces choses qui sont la taille d'une carte postale, et qui sont d'une puissance incroyable. C'est assez fou, parce que si tu les vois en reproduction, tu es absolument... incapable de... Si on te demande quelle est la taille, je ne sais pas si tu as vu ces tableaux, mais c'est fascinant, j'aime beaucoup. Et chez Whistler, en plus, c'est vraiment le peintre peignant d'une excellence. Chez Constable aussi, mais les deux m'intéressent. Voilà. Je ne jouerai pas l'un contre l'autre, si tu veux. On est assis dans son fauteuil à l'atelier, comme ça. Et puis oui, on regarde par la fenêtre, quoi. Et puis là, il se trouve qu'il y a des figuiers. Et on se dit, mais cette affaire-là, elle est peut-être jouable. Et en plus, quand on a en tête, par exemple, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie, l'aspect décoratif de la peinture, au sens qu'on connaît, entre autres Maticien et tout ça, mais même auparavant chez Les Nabis et Art & Craft, voilà. C'est-à-dire l'ambition décorative qui peut aller du dessus de porte auparavant, en passant par même le papier peint, le fameux. Et tout ça, ces choses qui m'intéressaient, que j'avais pratiquées, mais vraiment au tout début, je voulais y revenir.
Et en fait, j'y suis revenu d'un coup d'un seul claquement de doigts. Je vois les figuiers, mais pétard, mais oui, c'est ça, quoi. Ouais. Bon, après, il y a toute une cuisine. Qui se passe comment? Ouais. Bon. Alors, précisément pour les figuiers, en fait, je dessine les feuilles sur des cartons d'épaisseurs différentes. Après, je découpe, je fais un pochoir. J'ai 5-6 pochoirs différents, voire plus, 10. Et après, je m'amuse effectivement avec la matérialité de la peinture, c'est-à-dire le pochoir permet d'avoir un geste qui, a priori, est impossible autrement. C'est-à-dire que si on peint une feuille de figuier, le geste du pinceau, si on veut qu'il soit vite, comme ça, qu'il soit rapide, il va malgré tout s'arrêter au bord de la feuille. En fait, avec le pochoir, il y a la grande liberté, c'est qu'on peut ficher une décharge de peinture de façon vite, quoi. Voilà. Et après, effectivement, le pochoir, on peut recouvrir, décaler, changer les couleurs. Enfin, effectivement, il y a une infinité. Et puis, le pochoir, il permet effectivement la répétition d'un motif et on va atteindre l'aspect décoratif dans la répétition et la répétition du motif. Et puis, ce qu'on appelle pattern ailleurs. Il y a des parties effectivement éclaboussées, pas forcément, on le sait, l'éclaboussure, ça peut être parfait et joli et tout. Voilà, c'est intégré dans c'est intégré depuis très longtemps dans la peinture, mais il faut toujours des débordements. Ça déborde de plusieurs façons. Hein. Il y a un trop, comme ça, enfin je l'espère, et puis il y a des choses assez violentes qui côtoient des choses aimables et qui font qu'il y a un registre, une amplitude et qu'on n'a pas à faire forcément à une peinture aimable. Mais elle porte elle-même les marques de sa corruption, voilà. Il y a une dangerosité enfin j'espère, on sent poindre. C'est la question de la mort dans tout ça et l'idée que certainement j'habite une nécropole, oui. La figure du capitaine Ahab dans Moby Dick est une figure importante pour toi, c'est un personnage qui... Oui, c'est un personnage qui m'intéresse, bon, tout le monde le sait, tout le monde connaît à peu près ce roman qui fait partie évidemment d'un des chefs-d'œuvre de la littérature. Et bon, c'est cette quête complètement cinglée, voilà. Et puis le fait que, bon, tout le monde le sait, Ahab, il a laissé une jambe, et il boite, donc comme ça. Je l'ai déjà dit, je pense que la peinture c'est à peu près pareil. Voilà, il n'y a pas... c'est pas une activité en très très bonne santé, c'est pas... je sais pas quoi, c'est pas healthy comme on dirait, c'est pas dégager des affects. Il y a certainement un truc risible, c'est le manque de distance qui est tellement revendiqué par les artistes. Il y a une implication physique. Voilà, enfin, entre autres aspects de ça. Alors on nous dit que le chef-d'œuvre est impossible, c'est la fin des grands récits, tout le monde le sait, enfin voilà. Bon, ça ne m'impressionne pas. Donc, allons-y, je sais que je vais échouer, mais je préfère échouer que... Voilà. Oui, je vais échouer. Voilà. Mais il y en a d'autres qui ont échoué. Ça serait bizarre que de réussir, quoi. Ça serait... il y a quelque chose de suspect. C'est la fameuse histoire, si on a un idéal tellement haut, eh ben on sait qu'on va échouer. Si on fait son... voilà. Alors peut-être qu'on peut parler du coup de
de la figure métaphorique du perroquet dans Les plagiaires de la foudre de Villiers de l'Isle-Adam, qui essaye d'imiter le bruit de la foudre jusqu'à ce qu'un aigle passe. Peut-être raconter cette histoire. Tu as relu, moi j'ai pas relu depuis, donc ça remonte. Ouais, ça m'avait frappé ça. Tu peux parler de cette série? C'est un drapeau, c'est-à-dire c'est composé, je ne sais plus combien, 21 tableaux, qui sont assez proches les uns des autres, des crânes flottants comme ça, sans assise visible, tangible, sans ombre, dans des surfaces environnantes, atmosphériques ou autres, comme ça, sur là aussi c'est la répétition. Ils ont des cadres qui sont en zinc, c'est un truc que je faisais à l'époque, c'était du zinc de toiture, salement découpé, quoi, découpé très rapidement, avec toute l'histoire, même si c'est un peu épais sur le zinc, avec le plomb, Saturne, tout ce qu'on connaît, de la mélancolie, même si c'était un peu, c'était un peu épais. Et puis la question du cadre m'intéressait beaucoup, cette espèce de, évidemment, de prolongement vers le mur, comment ça se ménage cet endroit, ce qu'on peut y faire. Bon, on le sait, hein, il y a Sora, il y a tout ça, voilà. Et puis, ce cadre-là portait des traces de manipulation, parce que les tableaux sont des petits formats appréhensibles, parce qu'ils me servent de palette avant d'être des tableaux. Et donc, il y a les manipulations auxquelles je tiens, parce que la manipulation, effectivement, c'est la main, et qui est souvent décriée en art, puisque voilà, on est accusé d'être des rétiniens. Bon, c'est pas contre. J'aime beaucoup Duchamp, mais c'est toutes les interprétations fallacieuses après Duchamp. La main était il y a des tas de gens récemment qui pensent que la main n'est pas reliée au cortex et au cerveau. Enfin, c'est une bêtise dingue, quoi. Voilà. Puis après, il y a un truc que j'aime bien, c'est j'habite mes mains de préférence. Voilà, on peut habiter ses mains. Ouais. Donc, il y avait toutes ces manipulations dans cette pièce-là. Et le titre, c'était donc, c'est d'après cette nouvelle, Les imitateurs de la foudre. Voilà, ça met ça un peu loin. Alors ça m'est assez facile de le dater. D'habitude, j'oublie les dates. Je suis pas mon meilleur connaisseur, parce que en fait, voilà. Ça ne m'intéresse pas trop de savoir si je l'ai fait en 2002, 2003, je l'ai fait. Voilà. Mais là, c'est assez précis, parce que j'ai fait en 96, c'était 60e commémoration de la guerre d'Espagne, et donc 36. Et en fait, j'avais lu un truc assez incroyable, qui est un témoignage d'un combattant qui était dans une colonne. Donc les colonnes étaient des armées levées, en fait, évidemment des volontaires, hein, à pas confondre avec, enfin, eux-mêmes étaient des volontaires, mais à pas confondre avec les brigades internationales. Hein. Et là, c'était une colonne, la colonne de fer, et qui était une des irréductibles, c'est-à-dire qu'on refusait jusqu'au dernier moment de rendre les armes. Et il y a un très très beau document qui m'avait frappé, dont je disais du reste que Debord en avait fait la traduction avec sa compagne. Et j'étais tombé là-dessus, j'avais trouvé ça incroyable de beauté d'attitude, de droiture, et puis un combat perdu. C'était un combat perdu, quoi. Ça a été un bref été, tout le monde le sait. Voilà, le fameux bref été de l'anarchie. Et puis je me suis dit, bon, je rendrais bien un hommage extrêmement modeste, qui n'est pas du tout visible si tu lis pas le titre, ça saute pas aux yeux, quoi. Y a pas, t'as pas le noir et rouge, t'as pas, voilà, bon. Mais simplement, je me dis, c'est comme ces fleurs que j'aurais jetées sur les tombes quand on les trouve de ces mecs. Voilà. Donc, oui,
Bah, si on se promène, on le sait, dans les cimetières, on voit ces choses, ces fleurs totalement fanées à l'abandon. C'est un spectacle assez minable, il y a quelque chose d'assez terrible qui sont restés comme ça. Simple geste qui est passé avec ces papiers transparents, là, cellophane, là, qui commence à prendre une sale gueule et tout ça. Et donc j'ai fait ça. Mais si tu ne le sais pas, si tu n'es pas instruit de quoi ça parle, et si tu n'es pas instruit du titre, encore une fois, ça ne saute pas aux yeux, quoi. Ça ne prend pas par la main, c'est pas un truc, regardez, ça c'est ça, ça c'est ça. Voilà. Parce qu'après tout, moi je connais cette histoire, parce qu'elle m'intéresse, mais je peux dire que je connais un peu bien cette période, mais il y a des gens qui connaissent évidemment bien plus que moi, et il faut se méfier du truc, espèce de journalisme à l'œuvre chez les artistes là, qui te lisent le journal de la veille, ça va. Un autre hommage, un peu plus ancien je crois, à un musicien. Tu veux dire à Marcolis? Ouais. Bon alors oui, c'était quelqu'un que j'aimais bien, qui est mort il y a peu, là, il y a un an, un truc comme ça. Il faudrait peut-être que j'arrête de faire des hommages. Ça commence à être dangereux, ce truc. Et qui venait d'une sorte de variété, de presque garçon coiffeur, et qui, d'un coup, d'un seul, prend une espèce de... Sa musique prend une complexité. Je ne dis pas que c'est une grande chose. Par exemple, j'adore Charlie Mingus. C'est toujours ces histoires de high and low, c'est compliqué. Charlie Mingus, c'est un génie. Marcolis, c'est formidable, mais je ne le placerai pas au même niveau. Te dire pourquoi, de toute façon, ce débat, il est vraiment très complexe. Mais en tout cas, c'est une musique que j'ai beaucoup aimée. Et parce qu'en fait, dans ce que je fais, il y a une part de culture qu'on va appeler dite savante ou enfin culture foncière, voilà. Et puis il y a des choses qui proviennent de culture populaire, à savoir c'est jamais vraiment que de la pop musique, cette histoire-là. Mais c'était les choses qui nous tenaient à cet âge-là à l'atelier. C'était important, et c'était une sorte de bande-son. Et il y a des tableaux que je revois, je sais la musique que j'écoutais. Et par exemple, vraiment des trucs triviaux, mais le punk a été très très important. Pourquoi ? Parce que ça avait une énergie folle, tout le monde le sait, mais il y avait cette histoire du do it yourself, on ne sait pas faire de peinture, on va en faire quand même. Parce que si tu attendais l'école des beaux-arts pour t'apprendre à faire de la peinture, tu pouvais toujours courir. Voilà. Parce qu'il y avait quand même le dogme qui régnait de façon insupportable à cette époque-là dans les écoles de beaux-arts. Et alors, s'il y a bien un truc, le punk c'était parfait pour casser ce machin, enfin inventer ce truc. Et puis, il y avait. Donc, c'est assez important, c'est des choses triviales. Mais ça a été important pour une part. C'est un gain de liberté, certainement aussi un bras d'honneur. Tout ça a été très gentil, hein, c'est pas du tout ce qu'on en raconte maintenant. Et puis, quand tu avais froid à l'atelier, parce que tu n'avais pas le chauffage, tu mettais la musique un peu plus fort et ça allait, quoi. En fait, mon père était ajusteur-fraiseur, oui, P2, parce que l'aristocratie des ouvriers, j'ai entendu ça. Donc, il travaillait dans une usine d'armement qui s'appelait la MGM, de munitions, pardon. Et puis, il m'avait amené quelques fois et ça m'avait... c'était terrifiant, ces trucs. Enfin, c'était affreux. Maintenant, on les transforme en centre d'art, tout ça. Enfin, j'ai toujours un truc bizarre à ça. Je pense que c'est mieux, hein, mais qu'on enlève, on transforme un lieu de souffrance en un lieu de beauté. Il y a quelque chose qui se gagne, mais ça coince toujours. Et là, donc, c'est le souvenir que j'en avais. Et je ne pensais pas du tout un jour me servir de ça. Enfin, me servir.
Et puis, c'était concomitant avec la lecture de bataille où il raconte une scène que moi j'ai vécue. C'est-à-dire, il est avec son père qui lui tient la main et puis il passe près des usines et puis il y a une fumée qui est crachée, fumée délétère, qu'on voit avec les conséquences que nous savons maintenant. Et je me suis dit, ben ouais, il a senti la même histoire que moi, à la fois terrifiant et fascinant. On le sait, il y a des spectacles comme ça qui sont, on le sait, terrifiants et fascinants. Je l'ai répété je ne sais pas combien de fois, mais il y a une phrase formidable de Georges Bataille où il parle les gens qui ont le goût pour ce type de paysage, et il parle d'esthètes misérables, chlorotiques. Et voilà, c'est venu comme ça. Et ça s'est greffé, ces avancées dans l'eau, là, et tout ça, ça s'est greffé sur un paysage d'une, je ne sais pas comment on dit, une anse, en bord de mer assez idéal. Et puis, j'ai fait ce collage monstrueux entre des lieux de la nature, enfin, somptueux, et puis ces catastrophes industrielles qu'on connaît depuis le 19e. Voilà, c'est une espèce de collage. Voilà. Mais comme tous les autres tableaux oscillent entre, je le disais, entre une peinture aimable, luxueuse même par endroits, tout ça, bon, avec des choses rudes. Alors, panne de peintre, oui, et ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire nous sommes quelques-uns quand même, par exemple, à nous intéresser à des artistes qui sont complètement passés sous silence ou pas exactement visibles facilement, parce qu'il y a une situation française qui est absolument pas favorable pour les gens comme moi qui font de la peinture. On a même eu, je pense que pour beaucoup, on s'est fait avoir et on ne s'est pas fait avoir à la régulière, quoi. C'était un truc, et avec une constance quand même, ça doit durer depuis 50 ans ce bazar, ou je ne sais pas quoi. Enfin, tous les gens, hormis des lieux comme toi, voilà, qui ont quelques courage et fantaisie, on va dire, mais il y avait quand même une doxa absolument terrible qui a fait qu'ont été invisibles des gens pour lesquels certains de ma génération avaient un intérêt, plus que ça, une admiration, et on peut en faire la liste, et puis elle est très très longue, qui vont de, je ne sais pas quoi, de Talquat à Martin Barré, en passant par De Gotex, Gazirovski, etc., Gilles Ayot, et tout ça nous a été, c'était invisible. Bon, alors nous, quand on voyait ça, on se disait, waouh, on nous a planqué ce truc, et c'est magnifique. Et là, toutes les instances qu'on va appeler tous ceux qui avaient le pouvoir de montrer, etc., instances souvent parisiennes, mais suivies largement en province, dans une espèce de suivisme justement ridicule, on fait qu'il y a des... On prend le cas de Pincemin, par exemple, immense artiste, immense sculpteur, totalement invisible. Hein, bon. Alors, il y a une liste de noms, là, qu'on appelle shortlist en anglais, que les instances officielles se passent, et vas-y, et vas-y, et vas-y, et les autres, niet. Bon. Alors, tu le vois maintenant, on reparle de Talquat, de Martin Barré, mais ça va prendre du temps encore, hein, cette affaire-là. Bon, alors, il y a ça, et puis, il se trouve que là, depuis quelques années, il y a alors, c'est à la fois sympathique, et puis c'est à la fois un peu inquiétant, c'est qu'il y a des jeunes peintres qui me contactent et qui me disent « Waouh, machin, bon, alors, ce que vous faites, on avait vu ça nous plaît, beaucoup, ça a compté. » Alors, bon. Alors, évidemment, c'est valorisant, c'est voilà. L'autre aspect de la médaille, c'est tu te dis oula, tu vieillis et puis pas seulement. Et alors voilà, c'est l'histoire aussi de peintre. Et alors qu'est-ce que ça veut dire peintre de peintre? Ça veut dire que en plus de ces quelques peintres qui s'intéressent à
un peintre, il y a quelques collectionneurs, mais les lieux où on monte de l'art, particulièrement en France, alors eux, je ne sais pas à quel endroit ils apparaissent dans cette espèce de je sais pas quoi, de cercle concentrique, mais en tout cas, à part quelques oui, fantaisistes ou demeurés comme toi, ou je sais pas, qui font montre, je sais pas quoi, d'inconséquence, ou ben, voilà. Et en plus, ce qui est pénible, c'est que les décisionnaires de cet état de fait, je pense, enfin, les responsables même, voilà, sont jamais convoqués comme tels. J'appelle pas à ce qu'on les juge et ce qu'on les tonde, hein, c'est pas la question. Mais on les retrouve à peu près de partout. Quand ils sont pas dans une école, ils passent un temps à la direction d'une école de beaux-arts, puis tu vas la retrouver dans un musée, et puis après tu vas la retrouver, je sais pas quoi, dans quelle instance. Et c'est pareil, c'est toujours les mêmes, qui ont toujours leur liste. Et c'est incroyable le nombre de fois où des collectionneurs ou amateurs étrangers te disent « Ah ben ça, mais on le voit où ?» Bah ouais, on le voit où? Tu leur parles d'un artiste ou même mon propre travail. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des expos, tout simplement parce que c'était le travail avait été, mon boulot avait été vu chez des collectionneurs. C'est arrivé 2 fois à l'étranger. Voilà, c'est soigneusement planqué en France, tout ce qui est peinture. Et encore, je ne suis pas pour. Enfin, moi, j'ai pas la fraternité des moyens. Hein, c'est pas parce que la peinture c'est bien évidemment. Voilà. Mais c'est pas un endroit facile. Il suffit de comparer par rapport. Ben, on le sait, l'Allemagne. Les États-Unis, la Belgique, la Suisse, il y a quasi guère que chez nous qui est cette haine de la peinture. D'ailleurs, c'est curieux parce que je pense que c'est une haine qui dit mal son nom. Parce que la haine de la peinture, c'est jamais que de la haine de l'art, c'est tout. Alors que la peinture, on voit effectivement à notre toute petite condition et que ce soit insupportable, je peux le comprendre. Hein. Qu'on soit un vermisseau et tout, mais c'est la revanche des cloportes, comme je te disais, c'est incroyable quoi. On peut supposer c'est très français. Paul de Kaiser, s'il avait été français, aurait été totalement. Bien sûr. Ouais. Bah, regarde le cas de Jeune Roi. Bon. Voilà. Il a fallu que ce soit tamponné à l'étranger pour que ça revienne et encore. Comme Barret. Comme Barret. Ouais. Ouais. Voilà.